digitale organisée par l'agence ADOC et ses partenaires de l'écosystème. Je m'appelle Johan Quignard, je suis chargé de mission innovation numérique et transformation. Durant ces 2 jours, nous avons abordé le potentiel des systèmes d'IA pour transformer votre entreprise, mais aussi les enjeux de cybersécurité et d'éthique. Aujourd'hui, nous tenions à évoquer les enjeux en matière de responsabilité. Et pour cela, nous avons convié Vincent Courboulet, directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable et maître de conférence de l'Université de La Rochelle. Les micros sont coupés pendant le webinaire, mais nous récoltons vos questions dans le chat. Tout en bas, vous avez la possibilité de poser des questions. Nous les récolterons et nous les traiterons à la fin. Nous garderons 5 minutes à la fin pour pouvoir les poser. Et tout de suite, je laisse la main à Vincent pour son intervention. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je suis très content d'être avec vous. Alors, comme vous le voyez, je sais pas, j'ai mis ma caméra, mais ça, voilà. Je vais pas la laisser longtemps parce qu'en fait, j'ai un grand soleil en face de moi et je suis pas à Montpellier, je suis du côté de La Rochelle. Mais voilà, je la coupe. Et effectivement, j'ai 35-40 minutes pour vous évoquer toute une série d'impacts de l'IA. Alors, on est tous d'accord, hein, cette IA, elle est évidemment aujourd'hui en mutation, en transformation. Donc, ce que je vais vous dire n'a de valeur que en l'état actuel et pas peut-être pas dans 6 mois ou dans 1 an. Hein. Il reste rien qu'à voir la manière dont Sam Altman, le poste de Sam Altman a évolué en 3 jours pour bien comprendre la difficulté de pouvoir se projeter. Bien. De façon plus pratico-pratique, alors je vais directement squeezer le petit quiz que j'avais, puisqu'en fait il a été un peu spoilé par le titre de la conférence qui a été donnée. Mais effectivement, l'idée, hop, voilà, c'était de commencer par un quiz plutôt de culture G, qui était de qui je parlais lorsque j'évoque un personnage de fiction créé par Stevenson, qui était effectivement médecin respectueux et respecté, chimiste philanthrope, mais qui a mis au point une drogue qui lui permettra de devenir effectivement le fameux Mr. Hyde. Donc, c'était l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc, cette conférence, effectivement, on peut la renommer l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, puisqu'on va voir tout au long de ces 35-40 minutes que finalement l'IA est ambivalente, tout comme le numérique. Donc pour me présenter rapidement, effectivement, je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université. J'ai cofondé l'Institut du numérique responsable il y a 2018. J'en ai été le directeur scientifique jusqu'en début d'année, et puis dans le cadre de la restructuration, le poste a disparu et on va recruter un délégué général dont l'objectif sera de me remplacer. Donc, je suis plus directeur scientifique de l'INR. Et puis, 2-3 trucs, j'ai piloté une norme AFNOR où je fais partie du comité de transformation environnementale de Paris 2024. Voilà, donc je travaille depuis une quinzaine d'années dans la notion de numérique responsable. Alors, de façon plus... je vais essayer de filer une métaphore tout au long de cette présentation, métaphore, comme je vous l'ai dit, autour de l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ce livre qui se passe dans un Londres, vraiment qui est représentatif à la fois de la révolution industrielle, d'une domination forte, mais aussi d'une inégalité énorme entre différents quartiers. Finalement, la planète aujourd'hui, l'état du monde est assez représentatif de ce que Londres était à une certaine époque, c'est-à-dire un lieu de toutes les inégalités, un lieu qui a marqué à la fois la révolution industrielle qui a donné le ton. Donc finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce nouveau Londres? Tout s'est globalisé, hein, tout s'est globalisé. La pollution n'est plus cantonnée à certains quartiers de Londres, mais elle est véritablement, elle est globale et planétaire. Vous avez les émissions de gaz à effet de serre, le graphique sur votre gauche, et puis vous avez le graphique du rapport Meadows qui statue plus ou moins l'état de la planète dans les années passées et les années à venir. Ce graphique datant de 1972, donc vous voyez que ça fait 50 ans qu'on sait
parfaitement, pertinemment, que la dizaine d'années que nous allons affronter à partir des années 2020 hein, sont évidemment des années de transition, de disruption. Vous appelez ça comme vous voulez, vous pouvez même l'appeler des années d'inquiétude, de catastrophe, d'opportunité, mais en tous les cas, ça va vraiment être des années remarquables et remarquées. On attend une baisse de l'espérance de vie dans les années 2030, baisse de l'industrie, de la population, et toujours une augmentation de la pollution. Tout ça, on le sait depuis une cinquantaine d'années déjà, et même avant. Hein. Et puis, dans le Londres du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui était pénétré par la bourgeoisie qui s'appuyait sur une révolution industrielle naissante, bah aujourd'hui, finalement, on vit une nouvelle révolution industrielle, hein, puisque vous êtes là, vous devez le savoir, autour des nouvelles technologies, de l'IA, de la donnée, bref, on est sur une nouvelle économie qui et depuis quelques années s'impose de plus en plus. Donc, ce nouveau Londres, finalement, cette planète, elle est pénétrée d'instabilité, d'incertitude, d'inégalité et d'une nouvelle révolution industrielle. Et dans le même temps, effectivement, on se retrouve avec parmi les acteurs de ce nouvel écosystème, on a le numérique qui, depuis une vingtaine, trentaine d'années, mais véritablement depuis une dizaine d'années, s'impose plus que jamais avec toujours plus d'applications, toujours plus de dématérialisation, toujours plus d'équipements, toujours plus d'internautes connectés, toujours plus. Ça, ça fait partie des nouveaux habitants, des nouveaux habitants, enfin, voilà, des nouveaux acteurs de ce monde. Et de façon assez macroscopique, ce qui est caché, cette richesse, le fait que cette technologie s'impose, s'appuie quand même sur une réalité matérielle assez dramatique. Et de façon générale et globale, aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. On estime qu'on sera vers les 6% d'ici la fin de la décennie, équivalent de 3 fois la France en termes de ressources, en termes de consommation d'électricité, etc. Et que ce soit vous ou moi, en moyenne, des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de à peu près une demi-tonne par an et par personne, sachant qu'on a un crédit carbone de 2 tonnes, vous voyez que le numérique, c'est quand même loin d'être négligeable. Là, j'ai évoqué des indicateurs qui étaient plutôt d'ordre environnementaux, mais bien évidemment, on peut inclure des indicateurs qui sont sociaux, que ce soit de l'extraction, de l'utilisation, de la fabrication, du recyclage, de l'économie de l'attention, de la disparition de la vie privée, de la manipulation, des infos, des fake news, etc., etc. Donc, le numérique, aujourd'hui, il est effectivement partout, pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est là où on commence à toucher du doigt un peu cette ambivalence du secteur. Et l'intelligence artificielle se positionne là-dedans, finalement, comme un acteur parmi d'autres, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, un acteur parmi d'autres, sauf que cet acteur, il va véritablement marquer les décennies à venir, c'est une évidence. Alors, l'IA est effectivement un nouveau Dr Jekyll. Alors, pourquoi je mets un Dr Jekyll? C'est que voilà, c'est quelque chose de... C'est pas un nouveau-né, hein. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses armes, qui a déjà fait ses études, puisque l'intelligence artificielle existe depuis déjà largement plus d'une cinquantaine d'années, avec différentes écoles. La notion même de mot intelligence artificielle est apparue en 1956. Des réalisations, des succès, des échecs, et puis deux courants de pensée, un courant de pensée connexionniste, et puis après un courant de pensée symbolique qui s'est imposé à la fin du XXe siècle et début du XXIe, non, plutôt à la fin du XXe siècle, pardon, avec une notion qui était assez simple, qui était de dire, si on arrive à modéliser les processus, on arrivera à les intégrer dans des machines, et donc tout se passera bien, puisque la machine va aller beaucoup plus vite, va aller beaucoup plus... il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de mauvaise interprétation, etc. etc. Et ça, c'est tout un courant symbolique qui mettait énormément d'espoir dans la modélisation, mais qui s'est retrouvé finalement devant toute une série d'échecs pour différentes raisons.
Et puis le courant connexionniste est revenu au devant de la scène en s'appuyant sur deux éléments très très forts, la disponibilité des données, sur trois éléments. La disponibilité des données, la disponibilité de matériel toujours plus performant, et puis l'apparition scientifique de deux, trois éléments comme les réseaux neuroconvolutionnels, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce docteur, c'est un docteur qui a pignon sur rue, qui existe depuis des dizaines d'années, et puis qui a commencé à faire un certain nombre d'expérimentations. Et ces expérimentations, c'était plutôt classique jusqu'à un certain temps, c'est-à-dire des opérations de renforcement, de supervision, d'algorithmes non supervisés ou de transfert de connaissances, mais des choses qui étaient plutôt standards, mais derrière, finalement, à force de jouer les apprentis sorciers, excusez-moi. Donc, l'ensemble de ces expérimentations ont permis des avancées vraiment utiles et efficaces, que ce soit la détection de panne, que ce soit la détection d'approches médicales, de nouveaux médicaments, de détection des nouvelles protéines, des conformations de protéines de 3 dimensions. Vraiment, l'IA est loin de moi l'idée de dire que l'IA n'est pas utile, mais l'IA a déjà prouvé son intérêt dans énormément de secteurs qui sont vraiment aujourd'hui très importants, déjà dans l'économie ou voire même le progrès sociétal. Et là, j'ai évoqué un certain nombre, effectivement, de cas d'école autour de la partie médicale. Je vous dis conformation de protéines 3D, traitement, détection de tumeurs ou voire détection de panne. Donc, on a véritablement une IA qui peut jouer le rôle de docteur. Mais effectivement, et là, voilà, je reviens, à force de jouer aux apprentis sorciers, finalement, elle a libéré, l'année dernière, au mois de novembre dernier, elle a libéré, grâce à une formule générative, une espèce de candidat apprenti sorcier qui s'appelle ChatGPT. Alors ChatGPT n'est que le côté émergé de l'iceberg, le côté brillant, etc., qui a attiré l'attention des médias, mais finalement, cet apprenti sorcier, ce ChatGPT, cette IA générative, finalement, a un côté obscur aussi, véritablement, et ce côté obscur se caractérise de différentes façons. Déjà, le monstre qu'on vient de libérer dans la nature, cette IA générative, ce côté obscur de l'IA générative, ce Mr. AI, il a déjà des impacts sur les 3 piliers du développement durable, sur l'environnement, le social et l'économique. Et on va commencer par l'environnement. Déjà, le monstre qu'on a libéré, c'est un monstre qui est excessivement vorace en énergie, que ce soit l'apprentissage ou que ce soit les millions de sollicitations quotidiennes sur ChatGPT ou sur d'autres IA génératives, sont excessivement voraces en énergie. Quelques exemples simples. Là, vous avez des vieux modèles d'IA, mais vous voyez qu'il y a énormément déjà de puissance consommée, de kilowattheures ou de coûts de calcul cloud, ou d'autres infos comme les projets d'IA de Google consommeraient autant que la ville d'Atlanta. Donc vous voyez que c'est dans une époque où la résilience des systèmes électriques et énergétiques est quand même assez mise à rude épreuve par les transformations environnementales, la faible, ça pose véritablement question. Donc ce monstre est vorace en énergie, mais il est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Ça va évidemment avec le côté vorace en énergie, puisque toute l'énergie qu'il consomme, ce sont ces deux énergies qui émettent des gaz à effet de serre, que ce soit à cause du mix énergétique, par exemple, si vous avez un data center qui tourne aux États-Unis ou en Chine, vous êtes aux alentours de 400, 500, 600 grammes d'émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure consommé, mais aussi à chaque fois que vous produisez du matériel nécessaire pour faire tourner cette IA, vous avez aussi des générations de gaz à effet de serre. Par exemple, quand vous générez un serveur puissant, vous avez 500 ou 600 kilos d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vorace en énergie,
émetteurs de gaz à effet de serre, et puis assoiffés d'eau. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et prégnant dans les sociétés, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau? L'eau devient de plus en plus rare à cause des sécheresses. Alors vous allez me dire, oui, bah là, franchement, vu ce qu'il a plu cet automne en France, ouais, mais si vous regardez les cartes de sécheresse, il y a une dizaine encore, une quinzaine de départements qui sont toujours en situation de sécheresse, que ce soit au centre de la France ou dans le sud de la France. Et puis, vous avez des data centers qui s'installeraient en Espagne et qui génèrent une levée de bouclier de la part d'un certain nombre de citoyens, voire d'agriculteurs, en disant on ne peut pas prélever cette eau pour faire tourner les data centers au détriment de l'agriculture ou même de l'eau potable. Donc, on est sur des milliards de litres d'eau consommée et depuis qu'il y a l'IA générative, on a une augmentation d'un tiers de l'IA consommée chez Microsoft ou plus de 20% chez Google. Et clairement, c'est pas le nombre de mails qu'on envoie en plus, hein, c'est l'IA qui fait cette énorme différence-là. Et pour vous donner une autre idée, je vous ai mis un lien vers une capture, enfin un article qui caractérise l'IA comme étant un service assoiffé d'eau, puisqu'à chaque fois que vous avez une conversation avec ChatGPT, on prélève dans l'environnement la moitié un demi-litre d'eau. Donc vous voyez que dans un contexte de crise climatique majeure, le fait d'avoir une IA émettrice de gaz à effet de serre assoiffée d'eau rend le système particulièrement nocif. Et puis, je voulais glisser déjà dans la diapositive précédente, puisqu'il faut énormément de matériel pour faire tourner ça, il faut beaucoup de puissance de calcul, et potentiellement même des nouveaux téléphones, des nouveaux équipements pour profiter de toute cette IA qui est absolument géniale, il faut fabriquer de nouveaux matériels, et donc il faut aller récupérer, puiser, piocher des matières premières pour soit renouveler le matériel, déployer des centres de calcul de données, sable, béton, mais bien évidemment aussi cobalt, tantal, tungstène, or, etc. Et ça provoque aussi du suréquipement. Donc on est sur 4 enjeux planétaires majeurs: gaz à effet de serre, énergie, eau, matières premières. Mais ce monstre, ce Mr. AI, qui est vorace, émetteur, assoiffé et gourmand, il se retrouve aussi au niveau social un objet qui lacère vraiment le tissu social, et on voit déjà des gens qui commencent à avoir une relation particulièrement toxique avec les IA génératives. On a des réseaux sociaux qui s'appellent comme Character AI, dans lequel, par exemple, vous avez beaucoup de jeunes de 18 à 24 ans qui passent leur temps à discuter avec un agent psychologue. Et puis, un film qui était particulièrement éclairant, c'était en 2014, le film de Spike Jonze qui s'appelait Her, et que je ne saurais trop vous conseiller de voir. Donc, effectivement, ça lacère le tissu social de par l'apparition d'un agent générationnel à qui on va prêter une espèce d'âme, potentiellement une espèce d'âme. Mais ce tissu, ce monstre, ce Mr. AI, lacère aussi le tissu social parce qu'il nous oblige à repenser la notion, la relation historique qu'on a avec l'art, la musique, l'image, la peinture, la photo, voire même éventuellement avec les informations, les relations sociales. Tout est bouleversé aujourd'hui, et c'est vrai que l'IA générative nous oblige en l'espace de quelques jours, semaines, à repenser notre relation qu'on a avec les arts classiques. Et puis, on voit que l'être humain étant quand même plutôt tordu, on voit que déjà, il existe des deepfakes qui vont générer des nudes ou des vidéos d'adolescentes, et donc générer du cyberharcèlement. Évidemment, la nature humaine s'est engouffrée dans la brèche. Et puis, ça lacère aussi le tissu social plus loin de chez nous, puisque OpenAI fait appel à des travailleurs kenyans sous-payés pour parfaire le modèle de ChatGPT. On est plutôt classiquement sur du modèle de Amazon Mechanical Turk, avec effectivement cette exploitation des travailleurs du clic pour nous donner, là encore, l'idée d'un Mr. AI qui est particulièrement tout de suite génial et parfait.
Au niveau économique, évidemment, l'IA a aussi des impacts, l'IA aujourd'hui est vecteur de pathologies nouvelles, puisqu'il y a déjà une pathologie qui existe, qui s'appelle l'anxiété, donc AI, anxiété. L'anxiété déjà d'être licencié, de perdre son travail à cause des agents informationnels, de l'IA générative, avec, alors, on inclusive est revenu là-dessus, mais déjà des campagnes de licenciement, voire ce qui revient presque au même, des campagnes de non-embauche. Donc là, j'ai mis vecteur de pathologie nouvelle avec l'anxiété, mais c'est aussi potentiellement des vecteurs de pathologie mortelle. Alors évidemment, j'ai mis mortelle entre guillemets, mais on sait déjà, enfin c'est déjà une certitude, que toute une série de métiers, sous peine de disparaître, vont devoir se transformer. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, il y a toujours Schumpeter qui a parlé de destruction créatrice. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, une innovation technologique qui impacte à ce point, si vite, si haut, si fort, si partout, autant, voire quasiment tous les métiers. Là, je vous en ai donné un certain nombre, mais je crois que tous les métiers sont impactés. Et demain, aujourd'hui, voire hier, des virus sont déjà générés par de l'IA, pour lequel c'est une IA qui va générer une riposte. Donc, puisque vous avez parlé de la cybersécurité, peut-être que la cybersécurité de demain se fera un petit peu comme les transactions financières d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre agents conversationnels ou entre intelligence artificielle qu'on déploiera. Donc tout ça, c'est effectivement des choses qui vont clairement obliger à repenser je vais presque même dire que le métier de pirate informatique a déjà fait sa mutation. Donc voilà, vous voyez un peu aujourd'hui cette vision holistique, systémique, globale d'une IA qui est capable du meilleur, mais aussi capable du pire. C'est pour ça que j'ai voulu présenter désolé pour vous présenter cette approche avec justement cette ambivalence du Dr Jekyll et du Mr Hyde, en vous poussant la question de savoir à quel moment on va véritablement mettre sur la table, parce que les innovations technologiques le poseront, à quel moment on va mettre sur la table la légitimité de parler de création, d'imagination, voire d'émotion, ou pas, de ce genre de service. Mais là, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu trop prospectif. Bien. De tout ça, ça percute quand même pas mal notre façon de travailler, nos façons de travailler. Et à une époque où on cherche toujours plus de sens à ce qu'on fait, qu'il est toujours potentiellement de plus en plus difficile de recruter des talents, de les garder, à une époque où l'ikigai, qui est cette fusion de 4 piliers fondamentaux pour s'épanouir dans son travail, ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin, à une époque où l'ikigai est en train de traverser véritablement de plus en plus des générations de salariés, pourquoi est-ce que je vous ai mis du moonwalk? C'est parce que si on veut éviter de continuer les erreurs du passé, c'est-à-dire d'avancer en regardant le business as usual, de regarder l'état de la planète et l'état de nos business respectifs en nous disant si, vous inquiétez pas, ça a toujours marché comme ça et ça va continuer à marcher comme ça, évidemment, il faut très tôt repenser le modèle et repenser finalement, il faut faire un demi-tour. Il faut faire un demi-tour et regarder les courbes du rapport Meadows et pour une fois et enfin les anticiper. Et donc, les anticiper, ça veut dire considérer l'IA comme une solution, mais aussi comme un problème. Ça veut dire être responsable du déploiement de l'IA qu'on veut faire et donc de très tôt, très très tôt,
la notion d'IA responsable, d'IA durable, d'IA d'intérêt général. Vous l'appelez un petit peu comme vous social. Effectivement, c'est de la valorisation pour vous et c'est de la valorisation pour vos clients. Bref, Nous avons des petites coupures de son, Vincent. vous êtes recruter des talents et les garder, à défaut de nécessiter l'exemplarité, va nécessiter la cohérence. Et on ne peut pas dire qu'on sauve le monde en se disant « Ouais, mais bon, l'IA, vous inquiétez pas, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. » Peut-être, mais pourquoi? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer pourquoi pourquoi c'est de la pourquoi voilà il va falloir être effectivement il va falloir le justifier. Et puis la conformité. Parce que l'IA aujourd'hui, vous avez l'IA Act, vous avez le RGPD, vous avez de plus en plus de réglementations, vous avez de plus en plus de lois, de normes, et vous avez aussi de plus en plus de critères dans vos cahiers des charges ou dans vos appels d'offres qui mettent l'accent sur la RSE. Donc, on est véritablement sur une notion de conformité. Donc, l'IA responsable, c'est 3 objectifs: valorisation, cohésion, conformité. Et c'est aussi, et ça c'est très important à avoir en tête, c'est les 4 piliers: environnement, planète, people, prosperity, protection. On ne peut pas aujourd'hui avoir une démarche cohérente si on oublie un pilier. Si vous vous contentez simplement de dire oui, moi je vais faire de l'éco-IA, travailler sur la planète, vous allez oublier les gens, vous allez oublier les business. Vous ne pouvez pas non plus faire que de la protection, de la cybersécurité, parce qu'effectivement, ça pose. Vous devez avoir dans votre mindset une approche globale et systémique, y compris pour tous les autres sujets, mais pour l'IA aussi. Les 5 axes de l'IA responsable sont les mêmes que les 5 axes de l'IA du numérique responsable: environnement, social, éthique, résilience et progrès. Donc, je vous rappelle, 3 objectifs, 4 P, 5 axes. Alors, il y aura évidemment oui, mais c'est encore un truc d'écolo, il y a plus d'emplois, c'est le sens de l'histoire, et moi j'y peux rien, et c'est pas ma faute, et si, je vais pas retourner à la bougie, je suis pas un Amish, etc., etc., etc. Chaque fois qu'on a évoqué cette notion de responsabilité ou cette notion de trajectoire ou cette notion d'amélioration de la société, il y a toujours eu ce mouvement de « c'est pas possible ». Donc, je vous laisserai regarder les exemples que j'ai choisis. Et donc là, voilà, l'IA responsable, oui, c'est pas possible parce que c'est ChatGPT, parce que c'est Microsoft, parce que c'est Google, parce que ci, parce que ça, parce que le reste. Bon, évidemment, tout ça, c'est possible, c'est faisable, sinon c'est même pas la peine de continuer à se lever pour travailler dans le secteur du numérique, c'est possible. Par contre, ça ne va pas se faire en un jour. Mais un jour, ça va se faire. Ça veut dire que même si vous utilisez aujourd'hui ChatGPT en vous disant « bon, tant pis, je sais que l'ensemble des données que je soumets à ChatGPT, que ce soit mes fichiers Excel ou mes fichiers PDF, ça lui sert à s'entraîner, et même si le boss m'a interdit de le faire, tant pis, je le fais parce que ça me fait gagner du temps », et que demain, vous n'allez pas devenir une espèce de vegan éco-activiste du ChatGPT, etc., et en disant « plus jamais ChatGPT », mais à un moment donné, ça veut quand même dire que vous devez vous inscrire pour vous, pour vos collaborateurs et pour vos clients, dans une trajectoire. Alors, clients, je ne sais pas qui j'ai autour de la table. Si vous êtes des agglomérations, ce sera vos citoyens. Mais voilà, vous devez vous inscrire dans une trajectoire vers l'utilisation, la génération ou d'une IA responsable. Donc, l'IA responsable, rien ne se fait en un jour, mais un jour, cela se fait. D'autant plus que c'est une vraie plus-value économique. Là, je me suis amusé à mettre cet exemple-là, qui est sorti il y a quelques jours, sur le fait que si vous faisiez faire des tâches haut niveau
à des collaborateurs, vous augmentiez de 40% l'efficacité d'un collaborateur qui utilise l'IA dans une tâche de haut niveau. Quelle entreprise aujourd'hui, ou même quelle organisation, qu'elle soit publique ou privée, peut se priver d'une amélioration de 40% de l'efficacité dans des tâches de haut niveau? Personne. Donc, je crois que personne aujourd'hui n'a idée de remettre en cause l'intérêt de l'IA. Là, on est sur une IA Dr. Jekyll. Et il faut bien avoir en tête que cette IA va pénétrer tous les milieux de votre organisation. L'IT, bien évidemment, mais aussi le marketing, les ventes, le RH, le juridique, la com, le secrétariat, tout va être pénétré par, à un moment ou à un autre, une application, une killer app qui va changer le métier. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière ces killer apps, dans le mot killer, il y a killer. Et ce que vous avez, rappelez-vous, vorace, gourmand, émetteur de gaz à effet de serre, consommateur de matières premières, qui lacère le tissu social, etc. Je vous conseille d'aller voir ce qui s'est passé au moment de l'invention du métier à tisser, de jacquard. Si vous ne voulez pas avoir des oppositions violentes dans vos organisations, si vous ne voulez pas voir apparaître de la violence, vous allez devoir mettre en place une IA responsable avec quelques mots-clés, une IA fiable, sécurisée, une IA qui est protectrice des gens avec qui elle est censée travailler, inclusive, transparente, ouverte, sociale, environnementale et aussi créatrice de valeur. Donc vous avez, hier vous avez eu Ethic IA, vous avez le label IA, l'IA Act, mais l'idée est toujours la même, comprendre où sont les impacts, mesurer pour savoir si c'est si efficace que ça, décider d'agir et agir. La conclusion de cette présentation, c'est que je fais un retour sur l'étrange cas du Dr. Jekyll et sur de Mr. Hyde. On se retrouve avec à la fin du roman, on se retrouve avec un Hyde qui redevient Jekyll par crainte de la potence. C'est-à-dire qu'il a peur, sa créature a peur de disparaître et donc elle s'autorise de temps en temps à revenir dans le corps du Dr. Jekyll pour ne pas être, pour disparaître un peu des radars. Et puis, Hyde a quand même, dans le même temps, une espèce d'appétit qui le pousse donc à redevenir Jekyll pour se préserver, mais ce qui a avant été le Dr. Jekyll qui se transformait de temps en temps en Mr. Hyde, à la fin du roman, s'est transformé en un Mr. Hyde qui, de temps en temps, redevient le Dr. Jekyll. La créature, l'âme même de cette personne a changé de rôle et son business as usual est devenu Mr. Hyde plutôt que Dr. Jekyll. Et le Dr. Jekyll sent très bien qu'il a de plus en plus de difficultés à redevenir cette bonne personne et il, de façon assez lâche, je trouve, souhaite que Hyde prenne le parti de se suicider. La question que ça pose en transparence, c'est est-ce qu'on va laisser à l'IA que nous avons nous-mêmes créée le soin de se réguler elle-même dans un accès de lâcheté, ou est-ce que nous allons nous-mêmes assumer notre créature et la contrôler, brider, l'utiliser pour quelque chose de véritablement efficace, utile, efficient, ou est-ce qu'on lui laissera le fait de dire vas-y, on t'enlève la bride que tu pourrais avoir autour du cou et puis amuse-toi. Tout ça, ça nécessite évidemment de trouver un équilibre, de monter en compétence, de s'appuyer sur plein de ressources, sur toutes les ressources de son organisation et de trouver un juste équilibre entre le social, l'économie, l'intérêt de déployer l'IA, l'intérêt de moins en faire, bref, un équilibre parfois difficile à trouver et souvent difficile à trouver. Mais comme je vous disais, il n'y a pas un avant et un après, il y a une trajectoire. Et pour moi, ce qui est véritablement important, c'est que chacun commence à faire le premier pas vers.
Donc, au final, j'aurais tendance à vous dire que vous rappelez que rien ne se fait en un jour, mais qu'un jour cela se fait. Ben alors, il faut rien lâcher et continuer à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire s'informer et œuvrer pour un monde un petit peu mieux. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu 35 minutes, j'avais dit ça à Joanne, donc j'ai tenu 35 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre dispo. Je regarde dans le chat, je vois pas de questions à ce stade. Moi aussi, je surveillais en même temps, effectivement, j'ai pas eu de questions. N'hésitez pas, on laisse là pendant 1 minute ou deux. En tout cas, Vincent, je tenais à te remercier pour ces éclairages, ce petit pas de côté. C'est vraiment cet éclairage sur la dualité de l'IA. Et il n'y a pas de blanc ou noir, mais c'est cet équilibre que tu évoques qui est intéressant à prendre en compte. C'était un peu l'idée, donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire un truc trop académique. J'aime, voilà, ce côté dual, j'ai trouvé que j'ai pris plaisir à relire le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et effectivement, c'est vrai que Stevenson, évidemment, il l'avait pas écrit dans cette idée-là, mais j'ai trouvé que l'analogie était pertinente. Alors je me suis permis de vous la partager. Une bonne illustration qui marque. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans la conversation, ce webinaire est enregistré. Donc il y aura des replays qui seront disponibles. On vous fera parvenir justement ce replay. On vous invite aussi à partager ces éléments autour de vous. Comme l'évoquait Vincent, il y a un premier sujet qui est la partie sensibilisation, comprendre la mesure, décider et agir. Donc c'est aussi l'objet de ces interventions. Donc je suis désolé, je remets la caméra, c'est juste pour me la péter, mais voilà, j'ai un magnifique soleil en face de moi. Merci Vincent, merci à tous les participants à ce webinaire et à très vite. Ça marche, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.